J'étais là, debout, de l'eau de Perrier dégoulinant de mes cheveux, tandis que la plus arrogante magnate de la mode de la vallée de la Loire ricanait en regardant ma robe toute simple. Elle n'avait aucune idée que l'homme discret dans son coin, qui venait d'assister à toute la scène, n'était pas seulement milliardaire, mais aussi mon mari depuis 3 ans. Avant de plonger dans cette histoire incroyable d'identité secrète et de karma instantané, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite des événements. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Je m'appelle Chloé, et si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que je serais mariée à l'un des héritiers les plus prospères du monde dans le secteur du vin et du luxe, je lui aurais ri au nez. Mais la vie a une drôle de façon de vous surprendre. J'ai rencontré Julien Roxel dans un petit café-boulangerie à Honfleur, où je travaillais sur un projet de design pour une boulangerie locale. Il n'était qu'un client parmi d'autres dans la file, portant un jean et un simple pull, rien qui ne criait la richesse ou le pouvoir. Nous avons engagé la conversation à propos des œuvres d'art sur les murs et quelque chose a tout de suite cliqué. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'il ne m'avoue qui il était vraiment. À ce moment-là, j'étais déjà follement amoureuse de l'homme, pas de son compte en banque. Quand il m'a finalement révélé qu'il était le Julien Roxel, l'homme qui avait bâti le groupe Roxel à partir de rien et qui valait maintenant des milliards, j'ai failli m'étouffer avec mon café. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est sa demande. Il voulait que notre relation, et éventuellement notre mariage, reste complètement privé. Vous voyez, le monde de Julien est compliqué. Chacun de ses gestes est analysé par les investisseurs, les concurrents et les médias. Avoir une relation publique signifierait une surveillance constante. Des paparazzis nous suivant partout et des gens se demandant si j'étais avec lui par amour ou pour l'argent. Ni l'un ni l'autre ne voulions cela. Alors, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement nos familles proches. Et depuis 3 ans, nous vivons cette belle double vie où, aux yeux du monde, je suis juste Chloé, tout en étant en privé l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de France. Cela a parfaitement fonctionné jusqu'à mardi dernier, quand tout a changé à cause d'une unique invitation de couleur crème qui est apparue dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe était épaisse et luxueuse, avec des lettres dorées qui disaient « Une soirée de mode et de luxe organisée par une certaine Geneviève Beaumont de la marque Éclat d'Or ». Je n'avais absolument aucune idée de comment j'avais pu me retrouver sur la liste des invités de ce qui était clairement un événement de mode exclusif dans la vallée de la Loire. J'ai fixé cette invitation pendant des heures, hésitant à y aller. Une partie de moi était curieuse de découvrir ce monde de la haute couture et de la haute société que j'avais évité pendant 3 ans. Julien ne m'avait jamais poussé à assister à des événements professionnels ou à me mêler aux riches mondains. Mais peut-être qu'il était temps de sortir de ma zone de confort. Peut-être qu'il était temps de voir ce que j'avais manqué. Le matin de l'événement, je me tenais devant mon armoire, me sentant complètement perdue. Tout ce que je possédais me parut soudain inapproprié pour une soirée de mode de luxe. Je n'avais pas de robe de créateur ni de bijoux coûteux. J'étais juste une femme ordinaire qui se trouvait être mariée à un homme extraordinaire, mais personne à cet événement ne le saurait. Finalement, j'ai choisi une simple robe blanche que j'avais achetée dans une boutique de mon quartier. Elle était jolie et me donnait confiance en moi, ce que je jugeais plus important qu'une étiquette de grand couturier. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Le lieu de la réception était un magnifique château privé surplombant la Loire, avec de grandes baies vitrées qui offraient une vue sur les vignobles et le fleuve. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que je n'étais pas à ma place. Les autres invités semblaient tout droit sortis des magazines de mode, des femmes en robe de soie fluide, des hommes en costumes parfaitement taillés, tous couverts de bijoux qui valaient probablement plus cher que la plupart des voitures. L'air était empli du tintement des flûtes de champagne et de conversations sur les ventes aux enchères d'art, les vacances en Europe et les contrats de plusieurs millions d'euros.
J'ai accepté une flûte de champagne d'un serveur et j'ai essayé de me fondre dans la masse, en me concentrant sur les magnifiques présentoirs de vêtements et d'accessoires disséminés dans l'espace. Les pièces étaient absolument magnifiques. Des robes du soir perlées à la main, d'un violet profond et or, des blazers structurés qui ressemblaient à des œuvres d'art, et des bijoux qui attrapaient la lumière comme du feu capturé. Mais quand j'ai jeté un œil par inadvertance à une étiquette de prix, mes yeux ont failli sortir de leurs orbites. Un simple foulard en soie coûtait 800 €. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué pour la première fois qu'elle m'observait. Geneviève Beaumont était exactement ce qu'on attend de la propriétaire d'une marque de luxe, grande, élégante, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et des pommettes si saillantes qu'elle aurait pu couper du verre. Elle portait une superbe robe bordeaux qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et elle était entourée d'un petit groupe d'admirateurs suspendus à ses lèvres, mais ses yeux gris et froids ne cessaient de se tourner vers moi avec une désapprobation évidente. J'ai essayé d'ignorer ces regards insistants et de me concentrer sur l'appréciation du savoir-faire des pièces exposées. J'aimais sincèrement les belles choses, même si je ne pouvais pas me les offrir. Mais ma tranquille contemplation fut interrompue lorsqu'une femme vêtue d'un élégant blazer crème s'approcha de moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Faites-vous partie du personnel du traiteur ? Parce que l'entrée de service est par derrière, ma chère. » J'ai senti la chaleur me monter aux joues, mais j'ai gardé une voix calme. En fait, je suis une invitée. J'ai une invitation. Ses sourcils parfaitement dessinés se haussèrent de surprise. Elle me toisa de nouveau de la tête aux pieds, détaillant ma simple robe blanche et mes sandales basiques avec un dédain évident. « Oh, dit-elle, en étirant le mot comme s'il avait mauvais goût. Eh bien, je suppose que la liste d'invités est devenue bien inclusive de nos jours. » Avant que je puisse répondre, elle s'était déjà détournée, mais je pouvais l'entendre chuchoter à sa compagne à propos de la baisse du niveau et du fait qu'on laissait entrer n'importe qui maintenant. J'ai senti cette boule familière se former dans mon estomac, la même sensation que j'avais eue au collège quand les élèves populaires me faisaient clairement comprendre que je n'avais pas ma place à leur table au déjeuner. Mais je n'avais plus 13 ans, et je n'allais pas les laisser me chasser. J'avais tout à fait le droit d'être ici, et j'allais profiter de cette magnifique soirée, peu importe ce que les autres pensaient de ma tenue ou de mes origines. Alors, j'ai relevé le menton et j'ai continué à explorer, déterminé à tirer le meilleur parti de la soirée. C'est alors que Geneviève Beaumont elle-même a daigné m'accorder son attention. Elle a glissé vers moi avec l'assurance de quelqu'un qui possédait non seulement la pièce, mais probablement le château tout entier. Sa robe bordeaux bougeait comme de la soie liquide, et ses bijoux en diamant captaient la lumière à chacun de ses pas. Elle était indéniablement sublime, mais il y avait quelque chose de froid et de calculateur dans son regard qui me donnait la chair de poule. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, » dit-elle en tendant une main parfaitement manucurée, ornée de bagues qui valaient sans doute plus cher que ma voiture. « Je suis Geneviève Beaumont, propriétaire et directrice créative d'Éclat d'Or. »« Et vous êtes ? » ?»« Chloé, » ai-je répondu en lui serrant brièvement la main. Sa poignée était ferme et froide. « Merci d'organiser cette si belle soirée. Le savoir-faire est absolument incroyable. » Elle sourit, mais c'était le genre de sourire qu'un requin pourrait avoir avant d'attaquer. « Comme c'est merveilleux que vous appréciez le beau savoir-faire. Dites-moi, Chloé, qu'est-ce qui vous amène à un événement comme celui-ci? Êtes-vous journaliste de mode, peut-être, ou une blogueuse lifestyle? » Je pouvais entendre la condescendance dégoulinée de chaque mot. Elle tentait de découvrir pourquoi quelqu'un habillé comme moi se trouvait à son événement exclusif. « J'ai reçu une invitation, » ai-je dit simplement. « La mode m'intéresse et je voulais voir votre collection. » Comme c'est intéressant, songea Geneviève, ses yeux balayant ma tenue une fois de plus avec un dégoût à peine dissimulé. « Et que faites-vous dans la vie, si ce n'est pas indiscret ? » Je n'avais pas fourni l'information de moi-même, mais j'ai répondu quand même.
Je suis graphiste indépendante. C'était vrai. J'avais conservé ma petite entreprise de design même après avoir épousé Julien. J'adorais ce travail créatif, et cela m'aidait à sentir que j'avais ma propre identité, distincte de celle d'épouse secrète d'un milliardaire. Le sourire de Geneviève devint encore plus condescendant. Comme c'est charmant. Eh bien, j'espère que vous trouvez tout cela très instructif. Cependant, je dois mentionner que la plupart de nos pièces commencent autour de 5 000 €, histoire que vous sachiez ce que vous regardez. L'insinuation était limpide. Ces choses-là ne sont pas pour les gens comme vous. Je sentis la colère monter en moi, mais je gardai une voix égale. Ce sont de magnifiques pièces. Quelqu'un d'incroyablement talentueux les a créées. Oui, eh bien, le talent et l'exclusivité vont de pair, dit-elle, sa voix se faisant plus forte. D'autres invités commençaient à remarquer notre conversation, des téléphones apparaissant alors que les gens sentaient qu'un drame se préparait. Nous nous adressons à une clientèle très spécifique, des gens qui comprennent et peuvent vraiment apprécier le luxe, pas seulement l'admirer de loin. J'étais sur le point de répondre quand j'aperçus une silhouette familière au fond de la pièce. Julien était là, partiellement caché derrière un groupe de personnes qui admiraient une vitrine de bijoux. Il portait un simple costume anthracite, d'apparence coûteuse mais discrète, et il avait été si silencieux que la plupart des gens n'avaient probablement même pas remarqué son arrivée. Nos regards se croisèrent brièvement à travers la pièce, et je le vis comprendre ce qui se passait. Sa mâchoire se contracta de manière presque imperceptible, mais il resta où il était. Nous avions convenu il y a longtemps qu'il n'interviendrait pas dans ma vie, à moins que je ne le lui demande expressément. Mais Geneviève n'en avait pas fini avec moi. Elle avait maintenant rassemblé un public considérable, et je voyais bien qu'elle savourait d'être le centre de l'attention. Vous savez, Chloé, continua-t-elle, sa voix portant par-dessus les conversations voisines. Je suis curieuse de quelque chose. C'est un événement très exclusif. Notre liste d'invités est méticuleusement établie. J'approuve personnellement chaque invitation qui est envoyée. Mon estomac se noie en réalisant ce qui se passait. Elle remettait en question mon droit d'être là, devant tout le monde, transformant ma présence en un spectacle public. J'ai bel et bien reçu une invitation, dis-je, en plongeant la main dans mon petit sac pour en sortir le carton de couleur crème. Mes mains tremblaient légèrement, mais je parvins à garder une voix ferme. Geneviève me prit l'invitation des mains et l'examina avec un soin exagéré, la tenant à la lumière comme pour y chercher une contrefaçon. La petite foule autour de nous avait considérablement grossi, et je pouvais entendre des chuchotements et voir d'autres téléphones être sortis. Cela devenait un divertissement pour eux, le clou de la soirée. Eh bien, dit-elle finalement, en me rendant l'invitation avec un geste théâtral. Ceci semble authentique. Quelle mystérieuse affaire. Je me demande comment une erreur aussi évidente a pu se produire. Elle se tourna pour s'adresser à la foule qui s'était rassemblée autour de nous. Mesdames et messieurs, il semblerait que nous ayons une petite énigme à résoudre. Je voulais disparaître dans le sol en marbre. Tous les yeux du château étaient maintenant braqués sur moi, et je pouvais lire le jugement clairement écrit sur leurs visages. Ma simple robe blanche me parut soudain être une enseigne au néon proclamant que je n'appartenais pas à leur monde. Peut-être, continua Geneviève, sa voix dégoulinant d'une fausse compassion, qu'il y a eu une sorte d'erreur administrative. Parfois, les invitations sont envoyées aux mauvaises adresses. Cela arrive avec les envois en masse, surtout quand on a affaire à des listes de diffusion, disons, moins distinguées. L'humiliation était accablante, mais quelque chose au plus profond de moi refusait de céder. Peut-être que c'était le fait d'être marié depuis 3 ans à l'un des hommes les plus puissants du monde. Ou peut-être que c'était juste un orgueil tenace, mais je n'allais pas la laisser me chasser. Il n'y a pas eu d'erreur, dis-je doucement mais fermement. Ma place est ici, autant que n'importe qui d'autre. Le masque de politesse de Geneviève tomba enfin complètement.
Vraiment, demanda-t-elle, sa voix maintenant acérée et cruelle. Parce que je vous regarde, ma chère, et je vois quelqu'un qui ne comprend manifestement pas le but de cet événement. Ce n'est pas le défilé de la kermesse du village. Il s'agit de luxe, d'exclusivité, du maintien de certains standards dans notre industrie. Elle fit un geste dédaigneux vers ma tenue, comme si je portais des haillons. Vous portez quoi? Une robe à 30 € d'une boutique locale? Ces sandales viennent probablement d'un magasin de déstockage. Et ces bijoux? Elle se mit à rire. Un rire froid qui fit frissonner plusieurs personnes dans la foule. J'ai vu de plus belles pièces dans les boutiques de souvenirs d'aéroport. La foule s'en délectait. Je pouvais voir des gens enregistrés avec leur téléphone, chuchoter derrière leurs mains, certains semblaient véritablement choqués par la cruauté de Geneviève, tandis que d'autres paraissaient apprécier le spectacle. À chaque mot qu'elle prononçait, je me sentais plus petite et plus vulnérable. Le problème avec des événements comme celui-ci, annonça Geneviève à son public captif, c'est que parfois, les mauvaises personnes parviennent à se faufiler. Des gens qui ne comprennent pas que le luxe, ce n'est pas seulement acheter quelque chose de cher. C'est appartenir à un monde qui valorise la qualité, le raffinement et les bonnes origines. Je jetai un nouveau regard vers Julien. Il s'était considérablement rapproché, se frayant un chemin à travers la foule avec ce genre de mouvement déterminé qui signifiait qu'il contenait à peine sa colère. Je pouvais voir la tempête qui montait dans son regard sombre. La façon dont ses mains étaient serrées le long de son corps, chaque muscle de son corps tendu comme un ressort. Mais il se retenait encore, attendant que je lui donne un signal, que j'avais besoin de son aide. Je pense que la scène a assez duré, dis-je, en essayant de m'extirper de la situation avec le peu de dignité qu'il me restait. Je devrais peut-être simplement partir. Mais Geneviève n'avait pas encore fini de m'humilier. Oh, vous devriez absolument partir, approuva-t-elle avec une satisfaction venimeuse. Mais d'abord, je pense que nous devons aborder quelque chose d'important ici. C'est une leçon de choses sur le maintien des standards. Elle se dirigea vers une table voisine où des serveurs avaient disposé des verres d'eau pétillante garnis de rondelles de concombre et de menthe fraîche. Le public suivit son mouvement comme si elle était sur scène, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Sans le moindre avertissement, elle saisit l'un des verres et le leva bien haut au-dessus de sa tête. Voilà, déclara-t-elle à la pièce entière, sa voix couvrant toutes les conversations, ce qui arrive quand nous ne maintenons pas des standards appropriés. Quand nous laissons n'importe qui entrer dans des espaces exclusifs. Et avant que je puisse réagir, avant même que je puisse réaliser ce qui se passait, elle projeta tout le contenu du verre directement à mon visage. Le choc de l'eau glacée me frappa en premier, suivi immédiatement par les halètements et les exclamations de la foule. L'eau pétillante dégoulinait de mes cheveux sur ma robe blanche, et des morceaux de concombre glissaient le long de ma joue pour tomber sur le sol en marbre. Je restai là, abasourdie et dégoulinante, tandis que Geneviève souriait avec un triomphe purement vengeur. Maintenant, dit-elle, la voix remplie de satisfaction, je pense que vous comprenez exactement où est votre véritable place. Le château tout entier était devenu complètement silencieux, à l'exception du bruit de l'eau s'égouttant sur le sol et du cliquetis discret des appareils photo des téléphones. Je pouvais sentir des dizaines de regards posés sur moi, certains choqués, d'autres horrifiés, et d'autres clairement amusés par le spectacle. Ma robe blanche était maintenant transparente à plusieurs endroits, collant inconfortablement à ma peau, et mes cheveux pendaient en mèches mouillées autour de mon visage. Mais au lieu de m'enfuir en pleurant, ce à quoi Geneviève s'attendait probablement, je restai parfaitement immobile. J'essuyai l'eau de mes yeux avec toute la dignité que je pus rassembler et la regardai droit dans les yeux. « Est-ce que ça vous aide à vous sentir mieux dans votre peau ?» demandai-je doucement. L'espace d'un instant, je vis une lueur d'incertitude vaciller sur le visage de Geneviève. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je réponde autrement que par des larmes, de la colère ou une retraite humiliée.
Je pense, dit-elle en retrouvant rapidement son sang-froid, que vous avez reçu le message 5 sur 5. La sécurité peut vous raccompagner à la sortie maintenant. C'est alors que j'entendis des pas derrière moi, lents, mesurés, et dégageant d'une manière ou d'une autre plus d'autorité que tous les cris et les manières de Geneviève n'avaient réussi à le faire. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était Julien. Je reconnus sa démarche, cette façon particulière qu'il avait de se déplacer quand il était absolument furieux mais essayait de garder le contrôle. La foule sembla sentir le changement d'énergie dans la pièce avant même de le voir. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu. Les gens commencèrent à se tourner pour voir qui approchait, et il y eut une tension palpable qui n'existait pas quelques instants auparavant. Julien traversa la foule comme si le lieu lui appartenait, et je réalisai soudain avec un sursaut que c'était fort possible. Il s'arrêta juste à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps et l'odeur de son parfum familier. Sans dire un seul mot, il sortit un mouchoir blanc impeccable de la poche de sa veste et commença à tamponner doucement l'eau de mon visage et de mes cheveux. Son geste était tendre et protecteur, et parvint d'une certaine manière à me faire sentir moins vulnérable malgré ma robe trempée et la foule qui nous dévisageait. « Excusez-moi, dit Geneviève, clairement agacée par cette interruption de son moment de triomphe. C'est un événement privé. Si vous n'êtes pas sur la liste des invités. Moi, j'y suis, dit Julien calmement, sans même la regarder. Il était toujours concentré sur moi, m'aidant à me sécher, ses gestes prudents et doux comme si j'étais faite de quelque chose de précieux. Geneviève le toisa de haut en bas avec mépris. Son costume anthracite était de toute évidence coûteux, mais il n'était pas ostentatoire, et il ne portait pas le genre d'accessoire de luxe tapa accent grave-l'œil qui signalait une personne importante dans son monde de symboles de statut. Je n'ai pas souvenir d'avoir approuvé votre invitation non plus, dit-elle avec une confiance renouvelée, enhardie par ce qu'elle percevait comme le soutien de son public. Julien leva enfin les yeux vers elle, et quelque chose dans son expression fit instinctivement reculer plusieurs personnes dans la foule. Quand il était vraiment en colère, Julien avait une façon de regarder les gens qui pouvait vous glacer le sang. « Je n'ai besoin de votre approbation pour rien au monde, dit-il, sa voix toujours calme mais portant une pointe d'acier qui me fit hérisser les poils sur les bras. « Oh, vraiment ?» Geneviève éclata de rire, un son sec et moqueur. « Et qui êtes-vous censé être, exactement ? Son petit ami, son mari ?» Elle se tourna de nouveau vers la foule, jouant pour son public. « Laissez-moi deviner, vous êtes vendeur de voitures. Un cadre moyen quelque part. » Julien se redressa de toute sa hauteur, et je sentis la température de la pièce chuter de plusieurs degrés. Il regarda Geneviève droit dans les yeux avec ce genre de regard fixe qui avait intimidé des PDG et des dirigeants mondiaux. « Je suis son mari, dit-il simplement. L'effet fut immédiat et électrique. Le sourire rassuré de Geneviève vacilla un instant, et des murmures confus parcoururent la foule comme une vague. Quelqu'un derrière moi chuchota, « Attendez, quoi ?» Mais Geneviève se reprit vite, son rire devenant encore plus cruel et moqueur. « Son mari ? Oh, c'est absolument adorable. Qu'est-ce que vous êtes, gérant de supermarché ? Professeur remplaçant ? » Elle fit un geste théâtral vers nous deux. « Vous avez entendu ça, tout le monde ? La fille à la robe bon marché a vraiment trouvé quelqu'un pour l'épouser. » Plusieurs personnes dans la foule semblaient maintenant mal à l'aise, sentant que quelque chose basculait, sans savoir quoi. Quelques-uns filmaient encore, mais d'autres avaient discrètement rangé leur téléphone. C'est alors que quelqu'un dans la foule eut un halètement audible. Une femme vêtue d'une élégante robe argentée avait sorti son téléphone et fixait l'écran avec des yeux écarquillés de stupeur. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Mais dans le silence de la pièce, tout le monde l'entendit distinctement. « Quoi ?» demanda quelqu'un d'autre. « C'est Julien Roxel, dit-elle, sa voix devenant plus forte à mesure que la prise de conscience la frappait de plein fouet. « C'est Julien Roxel. »
Le nom se propagea dans la foule comme une décharge électrique. Les téléphones furent sortis immédiatement tandis que les gens se mirent à chercher frénétiquement sur Google, et je vis les visages passer de la confusion à la stupeur, puis à quelque chose qui approchait de la panique. Julien Rouxel, dit une autre voix, aiguë et tendue par une anxiété soudaine. L'héritier milliardaire. Le propriétaire du groupe Rouxel. Attendez, dit quelqu'un d'autre, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Le groupe Rouxel. Ne possède-t-il pas la moitié des grands domaines et maisons de luxe de la région, y compris plusieurs marques de mode, ajouta une autre personne, et je pouvais entendre l'horreur poindre dans sa voix alors qu'elle réalisait ce dont elle venait d'être témoin. Le silence qui suivit fut absolument assourdissant. Geneviève avait l'air d'avoir été frappée par la foudre, son visage devenant complètement blême tandis que les implications de ce qu'elle avait fait commençaient à s'imposer à elle. Plusieurs personnes dans la foule supprimaient frénétiquement les vidéos qu'elle venait d'enregistrer, tandis que d'autres restaient figées sur place, comme des biches prises dans les phares d'une voiture. Julien ne dit rien de plus. Il n'eut pas besoin de menacer qui que ce soit ou de faire des déclarations grandiloquentes. Sa simple présence, son identité, suffisait à transformer complètement la situation. Il passa simplement son bras autour de mes épaules avec une infinie douceur et commença à me guider vers la sortie. Alors que nous nous éloignions, je pouvais entendre la voix de Geneviève derrière nous, aiguë et désespérée, complètement dépouillée de son arrogance d'antan. « Attendez, monsieur Rouxel, s'il vous plaît, attendez. Il y a eu un terrible malentendu. Je ne savais pas qui elle était. Jamais je n'aurais. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés. » Julien me conduisit à travers la foule de visages stupéfaits jusqu'à l'ascenseur, dont les portes se refermèrent sur le chaos que nous laissions derrière nous. Ce n'est qu'à ce moment-là que je m'autorisai enfin à respirer de nouveau. « Je suis désolé, dis-je alors que nous descendions vers le hall. J'aurais dû demander ton aide plus tôt. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller si loin. » Il se tourna vers moi, ses yeux encore sombres de colère, mais sa voix incroyablement douce. « Tu n'as absolument aucune raison de t'excuser. Tu as géré cette situation avec plus de grâce et de dignité qu'elle n'en méritait. Tu as vu l'expression de son visage quand elle a réalisé qui tu étais, demandai-je. Et malgré tout ce qui s'était passé, je me surpris à sourire. Je l'ai vu, dit-il en me serrant contre lui et en déposant un doux baiser sur mon front. Mais plus important encore, j'ai vu comment tu t'es défendu. J'ai vu que tu as refusé de te laisser intimider ou briser. Je suis incroyablement fier de toi. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour découvrir que l'histoire était partout. Quelqu'un avait réussi à obtenir une vidéo partielle avant que l'identité de Julien ne soit révélée, et Internet avait fait ce qu'Internet fait de mieux. Il avait identifié toutes les personnes impliquées et déterré chaque détail pertinent. Geneviève Beaumont faisait le buzz sur les réseaux sociaux pour toutes les mauvaises raisons, avec des hashtags comme #scandale au château et #fiasco de la mode attachés à son nom. La valeur d'éclat d'or était en chute libre. À la fin de la semaine, Geneviève avait publié 3 excuses publiques distinctes, chacune plus désespérée que la précédente. Mais le mal était irréversible. Plusieurs grands distributeurs avaient complètement abandonné sa marque, et j'avais entendu dire par les relations d'affaires de Julien qu'elle faisait face à de graves difficultés financières. On parlait même de la vente de son entreprise. Je n'ai tiré aucun plaisir de sa chute. Honnêtement, ce qui s'est passé cette nuit-là était une punition suffisante. L'humiliation publique est une chose terrible, même quand on se l'inflige à soi-même. Mais j'ai appris quelque chose d'incroyablement important sur moi-même à travers toute cette expérience. J'ai appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai appris que je n'avais plus besoin de me cacher du monde de Julien. Que je pouvais me défendre dans n'importe quelle situation si seulement je me faisais confiance. J'ai appris que le respect ne dépend pas des vêtements de créateurs ou des bijoux coûteux.
Il dépend de la façon dont vous traitez les autres et de la manière dont vous vous comportez dans les moments difficiles. Plus important encore, j'ai appris que parfois, la personne discrète dans son coin, celle que tout le monde ignore et sous-estime, pourrait bien être la personne la plus puissante de la pièce. Et parfois, juste parfois, le karma arrive plus vite que quiconque ne s'y attend. Et c'est ainsi qu'un seul instant de cruauté a absolument tout changé. Geneviève a appris qu'on ne sait jamais à qui on a affaire, et que parfois le karma frappe plus vite que prévu. Qu'auriez-vous fait à la place de Chloé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez aimé cette histoire de justice instantanée. Cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies incroyables. Activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.